15 minutes pour parler de l'acoustique du Grand Auditorium de la Philharmonie, c'est court, il faudrait 1 heure pour bien faire. Donc je vais aborder différents sujets, essayer de les aborder correctement. Donc, ma présentation sera particulièrement synthétique, je ne fais malheureusement que survoler différents sujets, mais qui me semblent les plus essentiels, probablement en omettre certains, mais bon, j'espère que quand même vous aurez une bonne vision de la chose à la fin. Je n'ai pas réussi à faire une présentation en 20 minutes, donc le seul moyen que j'ai trouvé pour la faire en 15 minutes, c'était de tout écrire. Vous m'excuserez, mais je vais beaucoup lire. On a aussi avec nous Juan Oscar Garcia Gomez, en visio là, depuis l'Espagne en ce moment, où il est à Malaga, il est chairman du congrès de Forum Acousticum, ces jours-ci en même temps que l'ARIAC. C'est notre spécialiste de l'acoustique des salles, il m'a aidé à préparer cette présentation et il sera probablement mieux à même de répondre à certaines questions que vous pourriez poser peut-être. Alors, retour en 2007, au moment du concours. Le programme acoustique de la salle, écrit en anglais par Eckhard Kahl, il demande que la future salle soit polyvalente, avec une dose d'acoustique variable, qu'elle soit d'une qualité exceptionnelle pour les répertoires symphoniques, avec ou sans chœur, avec ou sans orgue, et qu'elle puisse accueillir de la musique de chambre, des récitals, de la musique contemporaine, de l'opéra, du jazz, de la musique du monde et des concerts de musique amplifiée dans de bonnes conditions. Sacré défi. Par ailleurs, il était notamment demandé que la clarté et la réverbérance soient contrôlées indépendamment. Cette demande est importante, je reviendrai un petit peu après. La clarté, c'est le fait de bien pouvoir discerner les sons les uns des autres, comme par exemple discerner certains violons, en particulier alors que l'orchestre complet est en train de jouer. Dit autrement, c'est d'entendre ce qu'on a envie d'entendre. L'une des dernières fois que je suis venu, j'étais assis sur le côté de l'orchestre, au-dessus des contrebasses. Je pouvais entendre le bruit des feuilles, des partitions qui étaient tournées par les musiciens alors qu'il y avait la moitié de l'orchestre qui jouait à côté. Donc c'est ça la clarté sonore. Elle est liée au chant sonore précoce, au chant direct et au son direct de première réflexion. La réverbérance, c'est la réverbération. Elle se développe dans le volume et donne à la salle sa présence. Les objectifs acoustiques du programme, pour ceux que ça intéresse, là, à retenir un volume de 12 à 13 mètres cubes demandé par personne, donc environ 30 000 mètres cubes pour une jauge de 2400 places. Je reviendrai sur ce sujet également en fin de présentation. Les objectifs chiffrés, assez techniques, avec notamment une durée de réverbération de 2,2 à 2,3 secondes demandée pour la salle pleine en configuration philharmonique. Là aussi, je reviendrai en fin de présentation. Je n'ai malheureusement pas le temps d'aborder les autres chiffres dans l'immédiat. En parallèle du programme acoustique, il y a un programme architectural qui demandait quant à lui un son surround, que la salle soit surround, pardon, donc enveloppante. Donc la scène plus ou moins centrale et entourée par le public. C'est ce qui permet de le rapprocher au mieux du chef d'orchestre. Ça a été évoqué pendant la visite, hein, dans la salle. Le siège le plus éloigné est à 32 mètres du chef d'orchestre, alors que habituellement c'est plutôt 40 à 45 mètres, un type de salle. Et, autre demande très importante, la salle ne devait pas copier un type de salle existant. Il fallait un type complètement nouveau. Voilà, bon courage. Donc rapidement, pour savoir ce que c'est qu'un type nouveau, il faut en tout cas essayer de savoir qu'est-ce qu'il y avait avant. Donc les principaux types de salles existantes sont les boîtes à chaussures, comme ici c'est le Boston Symphony Hall. Donc ces types de salles ont une excellente acoustique, mais dès lors que les jauges deviennent importantes, elles sont toujours connues pour une grande richesse du son, mais leur clarté devient relativement faible. Et au-delà de 1800 places, on perd également l'intimité visuelle. Les salles de type arène, ou arena, ici le Royal Albert Hall de Londres, elles sont notoirement connues pour avoir des acoustiques désastreuses pour la musique symphonique. Les salles en éventail, ici le Kleinhans Music Hall de Buffalo, qui est un magnifique exemple d'un éventail. L'acoustique est également très mauvaise pour l'essentiel, enfin pour la majorité des sièges. Et enfin, les salles en vignoble, dont l'exemple emblématique est la Philharmonie de Berlin, inaugurée en 1963. L'acoustique est excellente. Ces salles permettent effectivement de rapprocher le public de l'orchestre. En revanche, elles s'accommodent difficilement des autres répertoires musicaux et sont pas très polyvalentes. Donc sur la Philharmonie de Paris, il s'agissait de ne pas copier l'un de ces types. Donc pour comprendre la Philharmonie de Paris et son acoustique, il faut d'abord comprendre ce qui l'a précédé chez ses concepteurs. Donc Harold Marshall, cofondateur de Marshall Acoustics, lui est connu pour avoir découvert l'importance des réflexions latérales précoces dans les sensations d'enveloppement et d'intimité entre le public et l'orchestre. Donc c'est à partir de là qu'on a su bien expliquer pourquoi certains types de salles fonctionnaient bien et d'autres non. C'était la dernière clé du puzzle pour comprendre ces choses-là.
Et il a écrit un premier papier sur le sujet en 1967, puis de nombreux autres dans les années 70, notamment avec Michael Barron, dont il avait encadré la thèse de doctorat, et c'est ensemble qu'ils vont vraiment théoriser ce sujet dans un papier de 1981. La photo là, c'est le Christchurch Town Hall, inauguré en 72, conçu par Harold Marshall selon sa vision des transmissions latérales précoces comme fondement du design, donc avant la théorisation réelle du sujet. Cette salle fait encore référence aujourd'hui, elle est régulièrement citée dans la littérature scientifique. Le Michael Fowler Center de Wellington, inauguré en 1983, qui suit les mêmes principes que le Christchurch Town Hall, avec ses grands réflecteurs. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cette image, parce qu'on y voit là la présence d'un grand volume derrière les réflecteurs. Donc pour la maîtrise du chant sonore tardif, et c'est pas anodin dans le contexte de la Philharmonie de Paris. Et enfin, Jean Nouvel, de son côté, venait de livrer, peu avant le concours, cette salle à Lucerne, en Suisse. De type boîte à chaussures, elle avait la particularité de disposer d'un volume variable. La majorité des parois de la salle peuvent s'ouvrir sur un grand volume à l'arrière. On le voit ici, quelques panneaux ouverts de part et d'autre de l'orgue, vous pouvez deviner. Et donc on peut modifier sa durée de réverbération et l'adapter aux différents usages. Donc l'idée de 2 volumes était aussi présente chez Jean Nouvel. Donc peu après le démarrage du concours, Jean Nouvel, à gauche, et Harold Marshall à droite se rencontrent et échangent leur vision. Et comme vous pouvez le deviner, les fondamentaux étant déjà présents, ça a fait des étincelles. Meeting of minds, comme le qualifiait Harold Marshall. Donc sur un coin de nappe, les premiers croquis. Sur la gauche, on peut deviner les 2 volumes. Celui intime, pour la clarté, et le plus grand pour la réverbération, avec une scène centrale et un auditoire de part et d'autre. En bas à gauche, des premières esquisses sur la notion de dissymétrie. Jean Nouvel fut ravi lorsqu'Harold lui a appris que la salle n'avait pas du tout besoin d'être symétrique pour fonctionner. Et sur la droite, le gros sujet, le gros problème du prospect, c'est qu'en effet, les règles d'urbanisme ne permettaient pas de prévoir le volume nécessaire en partie haute sans enterrer le bâtiment, sans enterrer la salle. Donc sinon, on aurait été trop, on aurait dépassé les limites. Donc il s'agit donc aussi agi de trouver un volume ailleurs. Et il sera trouvé derrière les balcons. Donc dans ce croquis, représentant une représentation vue en plein, Harold Marshall explique sa vision sur la réflexion latérale, qui allait très bien fonctionner avec la vision de Jean Nouvel d'une salle aérienne, dans laquelle la musique envelopperait l'auditoire. La proposition serait donc une chambre de résonance, de couleur claire et froide, celle que vous voyez en rentrant dans la salle, et puis une seconde chambre, intime, avec un son clair et chaleureux, flottant donc dans la grande chambre, la chambre de résonance. Les balcons pouvant eux-mêmes être flottants, le concept génial de la Philharmonie venait d'être posé. Quelques images du développement de l'esquisse, c'était les débuts du logiciel Rhino 3D. Les 2 volumes apparaissent, le petit, intime, et le grand autour, la caisse de résonance. Le rendu du concours, Jean Nouvel avait souhaité fermer le volume en partie haute avec des éléments suspendus, donc ils prendront par la suite le nom de nuages et serviront de réflecteur acoustique. Le concours est gagné, donc il s'agit de commencer à travailler et ne pas oublier les principaux rouages de la conception des salles chez Marshall Acoustics. La dynamique sonore, ça a été évoqué hier. Donc la salle doit accommoder les pianissimos comme les fortissimos. Un violon disposant d'une salle ne va pas modifier son niveau sonore en fonction du volume de la salle. Donc il n'y a pas de bouton volume sur les instruments des orchestres symphoniques. Donc lorsque les sons sont faibles, ils doivent pouvoir être entendus au siège les plus éloignés. Donc c'est loin d'être trivial dans les grands volumes comme une salle comme celle-là. Et il y a aussi un équilibre à trouver lorsque l'orchestre s'exprime à pleine puissance. Donc les nuances sont très importantes dans la musique symphonique. La clarté sonore, la réverbération, j'en ai parlé. L'enveloppement, les sons réfléchis latéraux sont fondamentaux pour le sentiment d'intimité, pour une relation étroite entre les musiciens et le public. Donc, il s'agit là d'ailleurs de la signature Marshall Acoustics et ce qui distingue la société de certains de ses concurrents. On le montre sur sa vision et la conception de certaines salles. Et enfin, les conditions d'ensemble, il ne faut surtout pas les prendre à légère et ne pas oublier l'orchestre qui doit se sentir bien. Donc les musiciens doivent s'entendre eux-mêmes et entendre les autres musiciens. Donc fin 2007, début 2008, on utilise pour la première fois la 3D informatique pour calculer des réflexions et l'orientation de réflecteurs. Donc on commence à remplacer la règle, le compas, le rapporteur. Et les rayons sont tracés ici un par un dans Rhino. Le Grasshopper n'existait pas encore à l'époque. Donc voici un autre exemple. Les modèles devaient être simplifiés au maximum parce que les puissances des cartes graphiques de l'époque n'avaient rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Et en parallèle, bien évidemment, les bonnes vieilles méthodes, les travaux étaient aussi faits sur des maquettes. Donc celle-ci, c'est une maquette maison qui a été faite bien avant la grande maquette que certains de vous ont pu voir.
En parallèle de ces travaux, l'un des plus gros défauts de la conception, notamment parce qu'il impactait très fortement l'architecture et la structure de la salle, c'était d'appréhender correctement la réverbération. En fait, pour la première fois, on allait réaliser des volumes couplés sans possibilité de réglage. Contrairement à Lucerne ou à d'autres, il n'y allait pas avoir de panneau qu'on allait pouvoir ajuster pour moduler le taux d'ouverture et régler la réverbération. Donc il ne fallait pas se tromper. Et on peut voir sur l'image en haut à droite, en haut à gauche, le grand volume de réverbération en vert, et à l'extérieur du petit volume. Sur l'image de droite, les ouvertures entre gradins, en bleu, qui allaient déterminer pour partie la quantité d'énergie sonore qui passe du petit volume vers le grand, et faire le chemin inverse. Et en bas à gauche, des considérations sur les volumes extérieurs, qui est celui dans lequel allait se développer la réverbération. Donc ce sujet de la réverbération, dans un contexte de volume couplé, ça nous a tenu en haleine jusqu'à la fin. Il a fait l'objet de publications, pour ceux que ça intéresse. Courant 2008, arrive la première version de Grasshopper. Donc c'est un outil d'algorithmique graphique en 3D sous Rhino. Donc on s'en va pas, on commence à automatiser certains calculs, on commence à jouer avec des réflecteurs. Donc l'idée est qu'il y ait des réflexions pour chaque fauteuil. Les puissances de calcul étant limitées, les tirs de rayons sont réalisés échantillon par échantillon. Au-delà de la pure géométrie, on en profite aussi pour calculer les délais et les pertes d'énergie. J'en profite pour préciser qu'on a eu la grande chance que Jean Nouvel et ses équipes nous ont donné une grande liberté sur les réflecteurs. Donc en dehors de quelques réunions de travail sur Paris, le principe c'était que nos équipes leurs équipements nous envoyaient la 3D en fin de journée, donc le matin en Nouvelle-Zélande, donc Marchal pouvait proposer des modifications, puis le modèle aurait été renvoyé en fin de journée pour qu'ils aient, le matin pour eux, pour qu'on puisse avancer. Donc ils n'ont pas toujours été favorables à nos propositions, mais ils les ont globalement suivis, ce qui a grandement aidé. Voilà les réflecteurs sur lesquels on a travaillé pour le public, pour l'auditoire, là en rouge. Voilà, des vues de ce qui a pu être fait. Alors, quelques mots sur les diffuseurs. Il n'est pas dans la culture de Marchal Acoustique sans prévoir s'il n'y a pas de raison particulière. Donc, dans la salle, ils ont tous un rôle. En manque de temps, je ne vais pas pouvoir en dire beaucoup plus, malheureusement. Peut-être dans les questions-réponses, on verra. Bien évidemment, des modélisations 3D ont été faites avec le logiciel Odéon. Elles sont arrivées assez tardivement sur le projet parce qu'au début, il faut savoir que donc, le modèle, comme il n'y avait pas de paroi plane, on se retrouvait avec 140 000 facettes à peu près, après échantillonnage, et que pour une position de source, il fallait 24 jours de calcul pour sortir une carte comme celle-là. Parce que c'était sur les PC monocœurs de 2008, donc c'était du Pentium à l'époque, c'était du pour le dinosaure. Vous avez peut-être des souvenirs, donc bref, c'était pas, ça marchait pas. Et d'ailleurs, de toute façon, les développeurs de Néon, à l'époque, ils nous disaient bien qu'au-delà de 2000 facettes, de toute façon, ils garantiraient que c'est rien du tout. Voilà, donc tout ça pour dire que les modélisations Odéon, elles sont servaient surtout à se confirmer certaines choses et à se rassurer. La confiance qu'on leur accordait à l'époque était assez limitée. C'était pas du tout l'outil central de conception comme ça peut l'être parfois aujourd'hui. Et pour la petite histoire d'ailleurs, les résultats sont globalement avérés assez pertinents lorsqu'on les a comparés avec les mesures. Et ça, c'était difficile à anticiper. La scène, les conditions d'enceinte pour les musiciens ont aussi été étudiées. Là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir aller dans le détail. On pourra y revenir éventuellement en fin de présentation. Pareil, il n'y a pas que la configuration philharmonique qui a été étudiée, les autres aussi ont été étudiés. Là, par exemple, vous devez voir une image de focalisation avec les haut-parleurs dans la configuration musique amplifiée. Je ne vais pas aller plus loin dans l'immédiat. Donc, nous, on pense qu'on a répondu au programme. Donc, contrairement à ce que certains pourraient penser, et même s'il y a des fortes similitudes, la philharmonie n'est pas strictement une salle en vignoble. Elle est bien un type nouveau. Pour nous, elle pose les bases des salles philharmoniques polyvalentes du XXIe siècle. Parce que voici quelques-unes des configurations possibles. Les positions du public et les réflecteurs varient selon les usages. Des bannières absorbantes que vous avez aperçues ce matin peuvent être déployées dans le grand volume derrière les balcons pour diminuer le TR et le passer de 2,5 secondes à 2,1 secondes, salle occupée. La configuration philharmonique la plus connue, musique amplifiée, certains ont posé des questions ce matin, voilà à quoi ça peut ressembler, c'est une photo. Configuration récitale de musique, musique de chambre, il y en a beaucoup d'autres. Petite anecdote, à quelques jours de l'ouverture, ici on peut voir la canopée qui est le grand réflecteur central, qui est au-dessus de la scène, qui est baissé au niveau de la scène, avec son bandeau lumineux allumé à l'arrière. Dans les gradins, on voit l'anneau lumineux qui se reflète. Donc c'est à partir de là qu'on se doutait que la salle allait fonctionner parce qu'on avait nos réflexions latérales. Et encore mieux, sur certains nuages, on peut voir 2 fois la scène complète. Donc les résultats,
Ils ont été mesurés avec IRIS, notre système de mesure des réponses impulsionnelles des salles en 3D, dans les jours qui ont précédé l'inauguration et pendant le concert pré-inaugural. Et voilà à quoi ça ressemble, très rapidement. Les directions entre la provenance de l'énergie sonore. Le niveau est représenté par la longueur des pics et la couleur par... c'est le volet temporel, ce sont les délais. Et voilà les résultats. À droite, ce qu'on a mesuré, au milieu, le programme. Merci.